Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette première heure, pour m'accompagner jusqu'à 20h, Catherine Ney. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Éditorialiste politique, grande voix d'Europe 1. Bonsoir Louis de Ragnel. Bonsoir Pierre. Chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous Gaëtan Dussaucé. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député des Vosges, porte-parole du Rassemblement national. Avant de parler de votre contre-budget avec cette proposition de 36 milliards d'économies, cette mise en garde de Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, qui dit « Si le bloc central n'est pas capable de voter la taxe Zuckman, cet impôt minimal indispensable sur les très hauts patrimoines, s'il n'est pas capable de voter l'ISF sur les milliardaires, sur lequel nous avons travaillé, s'il n'est pas capable de justice fiscale, je ne suis pas sûr, dit Boris Vallaud, qu'il sera possible de discuter de la suite. » Comment est-ce que vous interprétez ces propos ? Je pense que Boris Vallaud, donc chef de file des socialistes à l'Assemblée nationale, est en train de redécouvrir que, en effet, les socialistes sont à l'Assemblée nationale et dans notre pays, fort heureusement, minoritaires et qui n'ont pas de majorité pour pouvoir voter et acter leur politique de pression fiscale, de matraquage fiscal à laquelle ils veulent soumettre aujourd'hui tous les Français qui travaillent, comme tous les acteurs économiques de notre pays. Donc c'est peine perdue ? Évidemment que c'est peine perdue. En réalité, il sait qu'il n'a pas de majorité pour cette taxe Zuckman. C'est une taxe qui est très mal ficelée, qui vise notamment à taxer les biens professionnels, c'est-à-dire ce qui fait tourner la machine, ce qui nous permet à notre pays de connaître croissance, productivité. Bref, on est d'ores et déjà dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est très important. On détient tous les records de l'OCDE. Vouloir imposer, comme le proposent les socialistes et encouragé par une certaine Macronie, plutôt l'aile gauche, on va être honnête, de vouloir continuer à pénaliser nos acteurs économiques, c'est évidemment très irresponsable et on fera tout pour les bloquer. Mais est-ce que ça veut dire que, par ces propos, vous traduisez qu'il y aura peut-être une censure des socialistes ? Et s'il y a une censure des socialistes et peut-être une censure des LFI, est-ce que vous vous joindrez ? Mais tout dépend de où est-ce qu'on en sera à ce moment-là dans les discussions budgétaires. Vous savez, nous, lorsqu'on a pris la décision de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu il y a maintenant un peu plus de 10 jours, c'était tout simplement parce que nous avions dit la vérité aux Français. Rien de bon ne pouvait sortir de ce gouvernement et du budget sur lequel on allait passer plusieurs semaines à travailler, parce que ce gouvernement n'a aucune majorité, que son projet pour le pays, c'est en réalité le statu quo, c'est-à-dire de ne rien faire en attendant la prochaine élection présidentielle. Mais on est dans une situation tellement pressante, tellement urgente qu'on ne peut ne pas se permettre de faire perdre plus de temps aux réformes nécessaires de notre pays. Donc nous verrons où nous en serons au moment des discussions, mais vous n'êtes sans savoir que la censure est une option plus qu'envisagée concernant le Rassemblement national. Vous avez proposé un contre-budget pour 2026, proposant de réaliser 36 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit, 50 milliards de baisse des dépenses, 14 milliards de baisse des recettes. Ce contre-budget, il a vocation à quoi, Gaëtan Dussaucé ? Le principal objectif de ce contre-budget, alors que les choses soient bien claires, ce n'est pas un autre budget. Le Rassemblement national n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, n'exerce pas le pouvoir, n'est pas au gouvernement, ne dispose pas de toute une hyper-administration, notamment qui travaille auprès de Bercy, qui lui permet de connaître absolument toutes les données de notre pays. Donc on fait avec les moyens du bord, si je puis dire. Et donc le but de ce budget, c'est d'abord de fixer une ligne directrice, qui va être la ligne des députés, des parlementaires du Rassemblement national à l'aune des discussions budgétaires qui ont d'ores et déjà commencé. Et puis surtout, c'est de dire quel est notre véritable objectif. L'objectif, c'est de remettre l'État à sa bonne place, d'arrêter les dépenses inutiles et toxiques, et surtout de répondre aux préoccupations des Français, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, mais aussi la nécessaire relance de l'économie. Sur les 32 milliards 400 millions que vous appelez les dépenses inefficaces, il y a 8 milliards 7 de contributions françaises à l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la France peut, d'un coup d'un seul, cesser la contribution à l'Union européenne ? Alors, ce n'est pas l'intégralité de la contribution française qui sera annulée dans ce contre-budget. C'est une partie excédentaire. Vous savez, chaque année, la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit de l'Union européenne, y compris lorsque l'on prend en compte la PAC, la politique agricole commune qui sert à nos agriculteurs. Et donc, l'idée est de permettre le respect du vote des Français, puisque
à chaque élection européenne en particulier, les Français disent à quel point ils sont en désaccord avec la construction européenne telle qu'elle se fait depuis quelques années. Et donc il faut respecter ce vote-là et faire en sorte qu'aujourd'hui, l'argent des Français ne serve pas à alimenter ce puissant fonds qui est devenu l'Union européenne. Catherine, vous vouliez interroger M. Dussosset. Quand vous dites qu'il y a les dépenses inefficaces, mais je vois qu'aucune n'est complètement coupée et que c'est une baisse. Par exemple, pour la contribution française à l'Union européenne, c'est moins 8,7%, c'est ça? Moins 8,7 milliards, exactement. Oui, 8,7 milliards, bien sûr. Et la baisse de l'aide publique au développement de 2,3 milliards. Tout à fait. C'est ça, oui. Mais alors, prenez bien en compte que sur la contribution française au budget de l'Union européenne, il y a quand même une information qui est essentielle. C'est que jusqu'à présent, il n'y avait que le Rassemblement national, il n'y avait que Marine Le Pen et Jordan Bardella qui appelaient à faire cette baisse et qui disaient que cette baisse était non seulement nécessaire, mais aussi possible. Et cet été, il y a eu un changement puisque c'est la ministre des Comptes publics, macroniste donc, Madame Amélie de Montchalin, qui a prouvé aux yeux de tous les Français qu'en réalité, il est possible d'obtenir une baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne, puisqu'elle a réussi à obtenir un rabais certes insuffisant, mais un petit rabais quand même de la contribution qui était projetée en 2026. Il y a dans vos propositions 31 milliards de recettes nouvelles, avec, je note, un impôt sur la fortune financière et une taxe sur les superdividendes. C'est là, j'allais dire, où il y a beaucoup d'interrogations sur la politique économique du RN, où on se dit, est-ce que vous êtes un parti libéral ou est-ce que il y a quand même quelques mesures qu'on pourrait traduire comme confiscatoires, notamment celle-ci? En réalité, les étiquettes libérales, socialistes, de gauche, de droite, etc., détournent du vrai sujet. Non, excusez-moi, si vous voulez prendre de l'argent aux riches, pardonnez-moi de schématiser, mais si vous prenez de l'argent aux riches, c'est que vous êtes moins libéral que certains autres. Non, mais la question, c'est de savoir pourquoi faire. Si vous prenez de l'argent sur les superdividendes, sur les rachats d'actions, sur la fortune financière, mais que le but de cet argent n'est pas la redistribution et tout simplement d'aller combler un puissant fonds qui est une dette qui a déjà explosé de 1300 à 1400 milliards d'euros sans faire aucune des réformes structurelles, sans s'attaquer au train de vie de l'État, sans s'attaquer aux mauvaises dépenses comme l'immigration, comme les agences et les opérateurs publics, évidemment tout ça ne sert à rien. Vous savez, dans le projet de budget du Rassemblement national, les impôts baisseront dans leur globalité. Oui, certes, ils vont augmenter sur certains segments, on va dire, et certaines activités que l'on considère comme ne servant pas l'intérêt ni du pays ni de l'économie, mais ils baisseront massivement, y compris sur les entreprises, puisque vous savez que l'on veut baisser les impôts de production à hauteur de 7,2 milliards d'euros. C'était juste ces deux mesures qui m'interrogeaient. Louis Dragnel. Bonsoir Monsieur le député, pour aller un peu dans le sens de ce que dit Pierre de Villeneuve, ça fait un peu vieux jeu ce que je vais vous dire, mais globalement, il y a pas 36 visions économiques. Soit on est pour l'allègement des charges sur les entreprises, le fait de pas taxer ceux qui créent de la richesse, ceux qui ont un peu de patrimoine en France, parce qu'on croit au fait que cet argent va être investi dans l'économie, va profiter indirectement à la population et donc à l'économie du pays. Soit on est plutôt dans une autre catégorie et on considère qu'il faut taxer plus, récupérer l'argent là où il se trouve, et donc quitte à pénaliser l'économie. Et je prends un exemple sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Par exemple, il y a certaines années une certaine droite, notamment je pense à François Fillon lors de sa campagne présidentielle, qui voulait baisser, je crois, de 500 000 le nombre de fonctionnaires. Je vous pose une simple question. Entre 2017 et 2023, Emmanuel Macron a augmenté le nombre de fonctionnaires de 176 000. Est-ce que vous êtes pour ou contre, par exemple, le fait de les maintenir, de ce qu'il faut en supprimer, ce qu'il y en a trop? Gaëtan Dussosset. Mais tout dépend de quels fonctionnaires on parle. C'est-à-dire que si vous recrutez des fonctionnaires, par exemple, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, pour recruter des soignants, des infirmières, etc., c'est entre guillemets de la bonne fonction publique. Oui, mais monsieur le député, c'est une réponse un tout petit peu facile, parce que vous savez aussi qu'il y a une bureaucratie obèse dans tous les ministères que vous venez de citer. Voilà. Donc, si vous m'aviez permis d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, alors je vous laisse terminer, pardon. Je vous aurais dit exactement ça. C'est le problème d'être à distance, mon cher Gaëtan Dussosset. Vous seriez là, vous viendrez. Désolé de pouvoir être avec vous dans le studio d'Europe 1 directement. Mais prenez par exemple le cas de l'hôpital. C'est flagrant. Aujourd'hui, vous avez certains établissements hospitaliers publics où vous avez un prêt d'un employé sur deux
qui sont des employés sur des missions purement administratives. Et donc le vrai problème, il est là. Évidemment qu'il faut aller débureaucratiser l'éducation nationale, débureaucratiser l'hôpital public pour avoir des fonctionnaires qui travaillent sur le terrain et qui font des missions d'État qui sont attendues pour les Français. Merci beaucoup Gaëtan Dussocet, député des Vosges et porte-parole du Rassemblement national. Votre niche parlementaire, c'est le 30, je crois. Le 30 Tout à fait. octobre prochain. On se retrouve la semaine prochaine.